J'espère que vous avez bien mangé. Et voilà 2 personnes que je vais vous présenter qui vont vous apporter des témoignages sur notre accompagnement par rapport aux femmes victimes de violences et un peu plus que ça. Donc Khadija Toussi, qui était directrice d'un foyer de jeunes filles dans lequel je suis intervenue avec cette pratique que je vous ai un peu expliquée ce matin. Donc, elle va vous donner son point de vue sur ce qui s'est passé à cette occasion. Et Madame Traoré, donc Youma Traoré, qui est présidente de l'association Les Femmes de l'île Saint-Denis, et pour lesquelles je suis également intervenue. Et qui a aussi plein de choses tout à fait passionnantes dont elle peut témoigner. Donc je vais laisser prioritairement la parole à Madame Si. Merci. Ça marche ? Ouais, normalement. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, moi, je vais essayer d'illustrer un peu le propos qu'a eu Emmanuel Bordimbus ce matin dans sa démarche. Alors, en sachant que c'était un petit peu particulier au sein de notre structure, puisqu'on a utilisé un autre outil qui est le compte. Et du coup, je vais d'abord présenter un peu dans quelle structure je travaille. En fait, c'est un foyer de jeunes travailleuses, donc sur Paris, qui accueille donc des jeunes femmes salariées en formation en alternance, apprentis, et aussi dans ce cadre-là, on accueille une vingtaine de jeunes en contrat jeunes majeurs, donc pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est un public hétérogène, donc l'idée c'est de travailler, de leur offrir déjà une structure d'hébergement temporaire, de manière à pouvoir accompagner leur insertion sociale et professionnelle. Et nous travaillons aussi autour de tout ce qui concerne donc l'insertion autour de l'emploi, la formation, la prévention en matière de santé, donc l'accès au logement autonome puisque par définition le séjour est temporaire, et aussi l'accès à la citoyenneté. Donc moi je suis directrice adjointe de l'établissement et à la base j'ai une formation d'assistante sociale. Donc j'étais, outre les fonctions de gestionnaire d'établissement, aussi chargée de l'accompagnement particulier des jeunes en contrat jeunes majeurs. Donc les plus jeunes de notre public, puisqu'elles sont entre 18 et 21 ans, avec l'optique qu'elles puissent rester au-delà du contrat jeune majeur au sein de l'établissement en tant que jeunes travailleuses. Donc j'étais aussi particulièrement en charge de tout ce qui concerne la prévention en matière de santé, donc à la fois du point de vue de l'accompagnement individuel, mais aussi au travers d'actions collectives. Donc on a toujours travaillé sur ces 2 pans, l'individuel et le collectif complémentaire. Alors quand on parle de santé, c'est vraiment santé au sens large. Donc on a beaucoup travaillé sur les questions de valorisation et d'estime de soi. C'était un peu notre fil conducteur, et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a rencontré Migration Santé et qu'on a essayé de construire ensemble un outil adapté justement pour traiter ces questions de violence qu'elles avaient pu rencontrer au travers de leur parcours de vie dans les situations familiales, mais pas que. Et aussi, moi, ce qui m'interpellait aussi beaucoup, c'est dans leurs relations amoureuses, puisque dans le cadre de l'accompagnement individuel, c'est aussi des sujets qu'on peut aborder, et que j'avais quand même énormément de jeunes qui étaient dans des relations pas très épanouissantes, voire plutôt violentes, et dont je sentais que il était difficile pour elles de sortir de cette forme d'emprise. Et que ma réflexion, ça a été aussi d'essayer de voir comment, dans une action collective, on pouvait aussi aborder ces questions entre pairs, et que ce soit une source d'enrichissement collectif, on va dire.
Donc on a essayé avec Emma de construire quelque chose d'un peu atypique. Donc alors, dans la présentation, c'est écrit groupe de parole. Oui, ce sont des groupes de parole, sauf que l'idée, c'était aussi d'utiliser un outil un peu différent. Et l'outil un peu différent qu'on a choisi, c'est le conte. Et c'était un peu un pari. Parce que sur des jeunes femmes, on va dire entre 18 et 21 ans, organiser une action collective et passer par le conte, moi j'étais pas certaine, puisque je les connaissais individuellement, j'étais pas certaine qu'elles allaient être dans l'écoute pendant 3/4 d'heure, 1 heure d'un conte par une personne extérieure, et que ça allait permettre des échanges autour de thématiques un peu particulières. Donc, dans la manière dont on a pensé un peu les séances, c'est-à-dire qu'on est parti de questions. Elles avaient l'habitude, quand même, qu'on organise des actions collectives sur des thématiques, autour de la santé, autour des relations hommes-femmes. Enfin, voilà, c'est des sujets qui les animent et où, en général, il y a un centre d'intérêt. Donc on est parti, alors nous on a organisé 3 séances au sein de l'établissement avec Emma, et on est parti de questions un peu générales par rapport à une question qu'il y avait ce matin sur la manière dont c'était communiqué. On est parti sur la thématique des relations hommes-femmes, et on est parti sur c'est quoi être amoureuse, et on est parti sur comment gérer la violence physique, verbale, voilà, de manière assez générale. Et en fonction de ces thématiques, Emma a choisi des contes. Donc ça a commencé par une petite introduction où on se recentre un peu sur soi, parce qu'il faut savoir que c'était en soirée. Donc c'était sur la tranche 19h-21h, qu'elle sortait du travail, des cours. Enfin voilà, la journée pouvait s'être bien passée ou pas. Donc juste, c'est totalement libre, c'est-à-dire que les actions n'étaient pas obligatoires. Donc venez celles qu'on avait sensibilisées, parce que du coup, moi, je connaissais un peu les parcours. Donc voilà, même si on en parle à tout le monde, il y en a certaines où on dit que c'est quand même mieux de participer. Et qu'elles arrivaient avec ce bagage de la journée. Donc cette mise en condition par Emma et l'accueil qu'elle a présenté ce matin permet aussi, pour un temps, pour des jeunes qui sont souvent dans l'immédiateté, dans le tout de suite, dans le ici et maintenant, de se recentrer à un instant T sur soi, dans le calme, puisque c'est des espaces collectifs mais qui ont été privatisés pour ça, de se recentrer sur soi, et ça crée une atmosphère assez particulière, parce que du coup, je pense qu'on est peu, tout un chacun habitué à ça, et d'autant plus pour un public jeune, et que déjà d'emblée, ça pose un peu le cadre d'une forme d'intimité, et un cadre un peu bienveillant où on va pouvoir s'exprimer et dire ce qu'on a envie de dire. Alors on pose les consignes de bienveillance, de respect de la parole de l'autre, etc. Ma posture à moi, elle est plutôt celle d'observatrice, c'est-à-dire que je suis très très peu intervenue dans ce qui se disait au sein du groupe. Donc Emma présente le conte. Donc moi, ce que j'ai observé, j'étais bluffée, c'est quand même la qualité d'écoute sur un conte en lien avec la thématique. Et l'intérêt de l'outil, en fait, c'est que le conte, c'est un peu universel. Donc on n'avait pas vraiment cette problématique de compréhension de la langue, puisque elles sont toutes dans une compréhension de la langue française. Et que le conte, il y a un aspect intemporel. La localisation, elle n'est pas précise, et ça permet aussi à chacune de se projeter et de se l'approprier. Et ça met aussi à distance. Et ça, c'est super important, parce que dans ce temps qui suit la présentation ou le récit du conte, il y a la possibilité d'un débat
argumentatif ou interprétatif sur ce qu'on a compris du conte, sur ce qu'on a envie de partager, de ce qui aurait pu être différent, et si la fin du conte avait été différente, et vous, comment vous auriez imaginé la fin du conte. Donc ça les met dans une posture déjà active, et ça a été source en fait de récits personnels, c'est-à-dire que elles ont pu avoir la possibilité de libérer leurs paroles et d'exprimer pour certaines leur parcours ou le parcours de la copine, la cousine. Mais il y a eu des histoires très fortes en fait de vie qui ont été partagées et ça c'était quand même assez bluffant. Donc et je crois qu'il y a aussi l'idée de partage un peu multiculturel, parce que ce qui était intéressant, c'est aussi de partager sur parfois les méthodes d'éducation, sur la tradition, sur le droit d'aînesse et sur comment on se positionne soi là-dedans, sur la capacité à gérer le conflit, sur l'impuissance face à des violences subies. Il y a des choses très 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 riches et très très fortes qui ont émergé des séances qu'on a pu organiser et voilà, et je ne fais qu'encourager ce type d'initiative, et je me dis que sur des problématiques en fait plutôt sensibles, plutôt difficiles, la mise à distance par un outil qui fait exercer l'imagination, voilà, la créativité, et ben ça permet de se libérer. Moi, j'ai vu aussi le bénéfice dans le cadre de l'accompagnement individuel par la suite, parce que moi, les jeunes, c'est quand même leur lieu de vie. Donc, je les voyais avant, je les voyais pendant et je les voyais après. Donc, dans le cadre de l'accompagnement individuel, il y a quand même des choses qui n'avaient peut-être pas pu être dites ou difficiles à exprimer, qu'on a pu reprendre individuellement avec certaines, et ça a été très très riche. Voilà. Merci. Merci. Eh bien, c'est intéressant. Ça nous met sur la suite de ce matin. Eh bien, je vois des doigts, des mains, des têtes qui se lèvent, surtout des têtes. Qui veut intervenir, lui poser une question un petit peu, qui veut apporter une expérience que vous utilisez, vous, pour comparer, pour voir ce qui est... Pas merci, c'est toujours la même hein, qui déclenche. Bravo. Mais attends, il y a... Non, mais je vais parler fort. Eh ben, surtout qu'on vous enregistre. Comment des séances comme ça, tant de séances dans un après comment ça se passe la clôture, la dernière séance? L'évaluation, est-ce qu'il y a une évaluation comme il n'était pas au démarrage défini qu'il y aurait que 3 séances, en fait, il y en a eu 3, mais il y en a eu entre guillemets que 3 pour des raisons qui sont indépendantes de nous, parce que la structure a fermé et que voilà, bon, on était dans d'autres préoccupations. Mais en fait, ce qui a été la richesse de ce groupe, c'est que d'une séance à l'autre, elles ont choisi en fait le sujet qu'elles voulaient voir traité la prochaine fois, en fonction de ce qui a émergé le soir même. Donc, quand on a commencé, on ne s'est pas dit on va faire 3 séances. On s'est dit, comme je disais tout à l'heure, moi c'était quand même un peu un pari en fait. Donc, quand on a commencé, voilà, on a commencé sur cette thématique-là, et elles ont choisi de continuer ensemble en fait. Et d'autres se sont greffés, mais il n'y avait pas forcément en soi de début et de fin. Ça aurait pu continuer encore. Une autre? Non. C'est un petit peu différent, mais la logique de Migration Santé, c'est un petit peu que l'action de prévention, de promotion de la santé, au sens large, comme ça a été dit, c'est que ça soit participatif. C'est avec l'autre qu'on construit. On ne construit pas pour l'autre. Hein, essayer de dépasser un petit peu ce stade. Et dans le milieu carcéral, on mène des permanences.
Et c'est un petit peu ça, on ne sait pas quand ça commence, comment ça va arriver, mais ça arrive toujours, une fois au début, on laisse libre cours, on parle de culture, de ce que j'étais en train de dire un petit peu, mais après, est-ce qu'il y a des questions qu'on peut traiter ensemble, alors que nous, on devrait faire de la prévention santé, c'était là notre rôle, et bien c'est eux qui commencent à parler jusqu'on arrive à des thèmes comme le sida, la prévention, l'hépatite, etc. Alors qu'au début, on ne peut pas, dans un milieu fermé, commencer déjà à stigmatiser les personnes. Mais de laisser libre cours à la parole de l'autre, eh ben on arrive toujours à centrer, mais on fait une évaluation. Donc on peut, si on a un programme, on doit faire une évaluation. Les personnes sur tel thème, par exemple de la santé, de l'hygiène de vie, des maladies infectieuses par exemple, qu'est-ce qu'ils connaissent? Donc on coche un petit peu, puis à la fin on fait un autre questionnaire et on fait un petit bilan, quoi. Mais c'est pas dans ce cas. Ça, on laisse un petit peu. Peut-être ça viendra. Je ne sais pas si on évolue, si on trouve des lieux où il faut quand même. Ça dépend des situations. On a des cas bien précis et que avec les partenaires, voilà, ces situations et on veut arriver à tel point. Tout ce qu'on peut dire dans cette démarche, c'est le passage à l'acte, que la personne finit par parler, comme ça vient d'être dit. Au début, on est enfermé, mais une fois qu'on se libère, eh ben, on peut parler. Et une fois qu'on peut parler, eh ben, il y a une partie, c'est la liberté qui commence. Une fois qu'on a la liberté, on a confiance en soi. Ça va de soi. Hein. Ouais, je crois que c'est vraiment ça. C'est vraiment s'autoriser à, et en fait, sur la question des violences, je pense que les outils, finalement, enfin, c'est pas si simple, mais bon, on les a. C'est-à-dire qu'il y a aussi savoir regarder, savoir écouter ce qui se dit ou ce qui se dit pas. La question des attitudes aussi, elle est aussi importante. Mais je crois que c'est aussi la parole. Et je crois qu'il faut aussi parfois qu'on s'autorise à poser la question. Parce que poser la question, est-ce que vous avez été victime de violence ? Bon, parfois on a du mal à la poser, de peur que ça déstabilise l'autre, de peur d'avoir une réponse qu'on ne saura pas forcément gérer. Mais le fait de la poser, en fait, c'est libérateur, je pense, pour tout le monde. À vous. Il y a un micro. Merci. Bonjour, je suis Fanny Vétillard, je suis référente famille dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile sur Alençon. Et en parallèle, je fais la formation, on est plusieurs à faire la formation diplôme universitaire violences faites aux femmes organisée par l'Université Paris 8. Et on est beaucoup sur les outils, mais il y a aussi, je pense, avant les outils, tout ce qui concerne le questionnement systématique des violences. Est-ce que vous le mettez en place où vous avez pu le mettre en place dans vos pratiques, dans vos accompagnements, ou pas du tout, ou c'était uniquement par le biais d'outils, ce qui en soi rassure tout le monde parce que c'est un moyen d'aller vers, mais qu'en est-il en fait du questionnement systématique ? Alors, quand vous parlez de l'outil, c'est cet outil-là. C'est la façon de tourner du compte. Voilà, moi, dans ma pratique d'accompagnement individuel, c'est des questions que je pose. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de systématique, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi la question de l'observation par l'œil et écouter les mots qui se disent dans l'entretien individuel et dans ce qu'on partage avec l'autre. Donc moi, je l'ai intégré plus ou moins de manière informelle dans ma pratique, mais voilà. Il y a quelqu'un d'autre ? Oui. Ah, la dame, merci. Devant. Ah. J'ai animé des groupes de parole. Je vivais au Mexique jusqu'à très récemment et j'ai animé beaucoup de groupes de parole dans les prisons. Et je n'ai pas utilisé les contes, j'y avais jamais pensé, mais souvent nous utilisions une histoire qui s'inventait avec les différentes participantes. Alors, une disait quelque chose, la suivante reprenait, et on construisait ensemble une histoire, et c'était très libérateur pour la parole. Donc,
on arrivait à une histoire construite et ensuite on en parlait et il y avait plein de choses très riches qui jaillissaient, il y avait beaucoup de témoignages. Je voulais partager ça parce que c'est un autre outil qui rejoint le conte. Si vous étiez là le matin, j'en ai parlé qu'à Migration Santé, on a fait cette expérience. Il est bien, il est magnifique, hein, mais s'il faut la reprendre, on la reprendra. Donc prenez contact avec Madame Myriam Safouat à Migration Santé et peut-être on mettra des séances de ce genre parce qu'ils sont aussi enrichissantes, hein, c'est magnifique. D'accord. Merci de votre intervention. Qui veut de ce côté-là? Ah, là derrière. Mais vous avez une belle voix ou je vous passe le micro? Elle est là, le micro, allez. Non, mais ça va aller. Ah, très bien, c'est vrai. Non, en fait, moi, je me questionne parce que je suis TISF, je suis technicienne de l'intervention sociale et familiale, donc à domicile avec des mamans, je travaille pour la mère. Et souvent, alors, on parle de l'accompagnement, mais quand elle l'accepte, c'est vrai que déjà, il y a toute la reconnaissance de la violence qui n'est pas forcément évidente, puisque souvent, elle n'arrive pas spécialement à... Ou elles sont dans... Aidez-moi, et quand on l'aide, au final, elle est plus dans cette... elle n'arrive plus à... C'est comme si elle avait appuyé sur un bouton, mais qu'elle voulait revenir en arrière et que c'était plus possible. Et du coup, on sent que des fois, c'est hyper déstabilisant dans ces moments-là. Comment les orienter aussi correctement? Parce qu'elles ne peuvent plus faire la démarche, parce qu'elles ont peur aussi de ce qui peut se passer en retour. Donc c'est vrai que c'est assez déstabilisant, parce qu'elles nous demandent cette aide. Mais une fois qu'on les a aidées, on sent qu'il y a un blocage aussi qui se fait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quel accompagnement justement pour les aider? Des fois à partir du domicile, parce que souvent elles portent plainte, mais après elles veulent retirer leur plainte. Enfin, vous voyez, je pense que vous pouvez en parler. Et du coup, à ce moment-là, c'est vrai que c'est difficile, parce qu'on a une place qui devient un petit peu compliquée, notamment au sein du couple, parce qu'il y a le mari à domicile. Et là, on commence à être un peu l'objet, le mauvais objet, et du coup, la maman, elle ne sait plus trop où se placer. Donc, du coup, à ce moment-là, comment on peut orienter ou comment on peut accompagner les mamans qui sont dans cette situation? Voilà, alors là, votre question est très pertinente et elle touche bien les limites des actions des professionnels dans plusieurs postures. Voilà, vous parlez en tant que technicienne de l'intervention familiale, mais à d'autres postures, on pourrait dire la même chose. Et donc, là, je vais en profiter pour laisser la parole à Youma Traoré, parce que l'action qu'elle a menée avec l'association qu'elle a montée est vraiment une des réponses les plus justes qui puissent être, puisque c'est un accompagnement de proximité sur le long terme, avec des femmes qui sont dans cette problématique de est-ce que j'ai envie de sortir des violences, mais en même temps est-ce que je peux assumer tout ce que cela implique, est-ce que j'en ai vraiment envie, etc. Donc j'en profite pour lui laisser la parole, parce que je pense que là vraiment elle a beaucoup de choses à dire qui vont vous intéresser. Voilà, il vous a donné la parole. Donc Youma, si tu peux te présenter évidemment en 2 mots, et puis oui. ou en 3 plutôt. Voilà, il y a celui-là ou l'autre. Mais je remercie tout le monde d'être là et bonjour à tout le monde, à toutes les femmes. Aujourd'hui, c'est la fête des femmes. Eh bien, bonne fête à vous tous. Hein. Bon, donc, et quelques hommes aussi qui nous accompagnent, qui accompagnent les femmes dans leur combat. Je remercie tout le monde. Donc, je me présente, je suis Madame Traoré Youma. Excusez-moi, je vous présente mes excuses encore parce que je n'ai pas été très très loin à l'école, mais je suis une femme battante, associative, donc voilà, donc je peux faire des fautes, bon voilà, donc je vous présente toutes mes excuses. Donc je me présente, je m'appelle Youma, Madame Traoré Youma, je suis conseillère municipale à l'île Saint-Denis, je suis malienne. De formation aussi, je suis aide médico-psychologique parce que à mon arrivée en France, un peu de bagage intellectuel, je me suis formée pour avoir ce diplôme et travailler dans une association auprès des handicapés mentaux. Bon. Donc, l'île Saint-Denis, c'est une petite ville
de 7000 habitants, 7400 habitants à peu près, et 84 nationalités différentes. Donc, j'ai été toujours militante associative dans l'île Saint-Denis. L'association Femmes de l'île, on a créé il y a à peu près une dizaine d'années. Ça a été créé pour que les femmes se connaissent, qu'on se parle. C'est une association multiculturelle. Bon, il y a toutes les couches de la population qui représentent dans cette association. Donc, on a mis ça en place pour créer des liens déjà entre les femmes, les habitants de l'île Saint-Denis. Bon. Donc, après la mise en place de l'association, on a travaillé avec beaucoup d'associations. On est un peu connu internationalement parce qu'on a représenté les femmes au conseil, aux conférences internationales des femmes en Allemagne, en Venezuela, au Népal. Bon, voilà, on a un peu voyagé. Donc, du coup, on fait beaucoup de choses avec les femmes. On fait des coutures, on a mis beaucoup d'activités en place. C'est en faisant ces activités, on a connu, à travers de cette association, qu'on a connu vraiment l'immigration santé EMA, qui est venue un jour à la fête de 8 mars, il y a 2 ans ou 3 ans. Après, lorsqu'il nous a parlé de l'immigration santé, du coup, moi je me suis dit, ça veut dire quoi l'immigration santé? Ça m'a pensé à des gens qui viennent d'arriver, qui cherchent au moins qui cherchent les aides médicales et ainsi de suite. Il a dit non, c'est pas ça, mais il faut qu'on se discute pour que tu puisses comprendre. J'ai pris le temps avec Emma de discuter, de comprendre ce que ça veut dire l'immigration santé. Bon, on a commencé, lorsqu'on a donné notre avis pour mettre ce pratique en place, c'est vrai que ça nous manquait parce qu'on on avait mis l'association en place pour faire des activités, mais on n'avait pas pensé à des séances de méditation pratique de ce genre. Bon. Après, Emma, il est venu une fois à notre fête. Il a mis en place une compte avec les femmes. Toutes les femmes qui étaient là, on était à peu près une centaine de personnes dans la salle. Tout le monde s'est retrouvé dans cette compte qu'Emma a mis en place. Et puis, on a trouvé que ce compte, c'était un compte universel. Parce que nous, en Afrique, on faisait ce compte de notre façon. Les Algériens qui étaient là, ils se sont retrouvés. Les Européens qui étaient là, ils se sont retrouvés. Donc, on s'est tous retrouvés vraiment autour de quelque chose qui est... Bon, on dit on n'est pas du même pays, mais quand même, on pense la même chose, quel qu'en soit le pays ou la façon qu'on est. Bon, donc après, elle a commencé à faire des séances avec les femmes. La première séance que Emma a mis en place à l'immigration santé, c'était une séance de comment ça s'appelle là, on dirait que le salle de sophrologie, quoi. Bon, on a fermé les yeux, rencontré des histoires, des trucs. Après, lorsqu'on a fini de faire cette séance, les femmes, il y a beaucoup qui se sont mis à pleurer. Bon, ça a réveillé les souvenirs. Les souvenirs dans des femmes, dans des violences, ce qu'ils ont vécu de leur enfance. Vraiment, c'était très, très émouvant. Même moi, je n'arrivais pas. Après, on a commencé à demander à Emma de continuer. Les femmes même, ils ont demandé. En même temps, on a fait une sortie aussi, que c'est vrai que pour venir à la Cité des Sciences, ici à l'époque, il y avait beaucoup de femmes aussi qui n'avaient jamais vu, ne savaient même pas où se trouve la Cité des Sciences. Donc ça permet aux femmes de sortir, déjà des femmes de se connaître, parce qu'à l'époque, je connaissais beaucoup de femmes. À l'île Saint-Denis, c'est vrai que je suis connue, mais il y a des femmes qui étaient là-dedans que je ne les connaissais pas.
Donc, ça m'a permis de connaître d'autres femmes et d'autres cultures dans l'immigration santé qu'Emma a mis en place. Donc, on a fait une sortie ici pour venir voir la Cité des sciences. On a continué à travailler avec les ordinateurs, avec les femmes aussi, qui n'avaient jamais touché les ordinateurs à l'époque. Vraiment, ça a été... Ça, c'était pas moi. Ben oui, donc ça a été vraiment un moment très, très bénéfique, déjà pour nous, parce que notre petite ville, c'est une petite ville associative. Donc, voir vraiment faire quelque chose avec les femmes, auprès des femmes, pour pouvoir se libérer des paroles, de leurs souffrances, moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Ça nous aide aussi, ça nous a aidé aussi à des femmes qui ne parlaient pas, ils ont eu la parole, ils expliquent leurs souffrances. Et voilà, l'association est là aussi pour les aider dans leur démarche. Je ne sais pas si... Merci, ben c'est très très clair. Il nous a eu au début, je ne parle pas français, oh là là, c'est tout le monde parle si bien que vous. Hein. Eh ben vous avez dit quelque chose de magnifique, c'est l'universel. Vous savez, les actes, les pensées, les valeurs universelles, c'est les valeurs qui sont acceptées, admises par tout le monde. Sinon, ça devient des petits trucs réduits qui aboutissent à rien. Donc, le fait de partager, eh ben, on se retrouve dans cette fraternité. Ah, on dit frère, hein, pourquoi sœurité? Comment on dit? C'est le féminin. Mais fraternité, c'est féminin, la fraternité, donc ça revient à la femme. Ceci étant, qui veut intervenir, lui poser des questions à notre collègue qui veut apporter. J'ai vu un doigt qui se lève. Une dame là-bas aussi. Où ça? Alors, il y a deux. Oh, bravo. Tenez, vous êtes proche, je vais vous donne-lui un, pour une fois qu'on peut. Il y en a deux, hein, je ne sais pas où il est le deuxième. Voilà. Alors bonjour, Elodie Amato, conseillère socio-éducative dans une association d'hébergement qui accompagne les personnes dans le logement. En fait, avec ma collègue tout à l'heure, on était en train d'avoir une réflexion sur le fait que est-ce que c'est si important que ça, que nous, en tant que travailleurs sociaux, on sache vraiment que la personne est victime de violence. J'entends. Est-ce qu'on a besoin de savoir si elle a pris des coups ou quoi? Enfin, je trouve que aujourd'hui, ce qui est important, c'est que de vraiment libérer cette souffrance qui est liée aux violences qui a été faites. Mais parce que du coup, je me disais tout à l'heure, c'est aussi lourd pour elle de se dire que voilà, j'ai déposé ça à quelqu'un, quelles vont être les conséquences pour moi, pour ma vie familiale, alors que pour le coup, au final, peut-être qu'elles ont juste besoin d'informations, de se dire où elles peuvent aller si elles sont dans ce cas-là, à qui elles peuvent s'adresser, et que si, auquel cas, elles ont besoin d'en discuter, on peut être là pour ça. Mais être pas dans Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment besoin d'aller enquêter, entre guillemets, à savoir si les personnes sont victimes de violences ou pas. Enfin, c'est ma réflexion que je me fais. J'ai bien entendu Dieu, vous faites pas ça. Hein. Mais c'est de se dire qu'on a peut-être pas besoin. Enfin, c'est important qu'on puisse relever, d'observer si elles sont victimes de violences ou pas. Mais on n'a peut-être pas après besoin de faire un peu une enquête à savoir qu'est-ce qui se passe vraiment, parce qu'au final, elles vont si elles décident de porter plainte ou d'aller plus loin, elles le feront. Le plus important, je pense que c'est d'avoir les informations. Je sais pas, pardon. Non, j'ai dit à vous. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas forcément de savoir exactement quel type de violence elles ont subi, c'est-à-dire, c'est plus dans la démarche d'offrir la possibilité de l'exprimer. Et ça, c'est hyper important parce que dans les stratégies de l'agresseur, il y a quand même l'isolement, il y a quand même le repli sur soi. Il y a l'isolement, il y a la dévalorisation. C'est aussi remettre la victime en position d'actrice.
Donc c'est plus dans ce sens-là que vraiment savoir. Ah oui, alors il vous a battu, il vous a. Enfin, Parce que j'ai déjà constaté que des fois, il y a des travailleurs sociaux, et souvent quand on commence dans le travail du milieu social, on essaye un peu de tout savoir sur la personne qu'on accompagne, un peu son parcours, un peu les difficultés qu'elle a pu vivre, et ça peut déjà être aussi une violence pour les personnes qu'on accompagne. C'est sûr qu'on n'est pas la première à qui elle en parle, qu'on peut être déjà la 15e, enfin, et que, en tout cas, aujourd'hui, ce que j'en sors de cette journée, c'est vraiment, si on arrive en tout cas déjà à soulager cette souffrance en mettant des choses en place pour soulager les femmes qui sont victimes de violences, en leur donnant des informations et en libérant la parole, d'une manière ou d'une autre, je trouve que à mon sens, du coup, c'est un travail qui en devient plus intéressant que d'essayer vraiment de savoir, un côté un peu pervers que des fois un peu certains travailleurs sociaux, je dis pas tous, nous ne nous sentons pas tous concernés, d'essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Oui, ça remet la personne. Je reviens sur le truc d'être actrice, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas envie de vous en parler, elle vous en parlera pas. Oui. Mais en tout cas, il saura que le jour où elle en aura envie, elle pourra le faire et que ça va pas vous déstabiliser, vous effondrer, vous. Voilà. Oui. Oui. Pas vrai. C'est pour ça. On n'a pas besoin de tout savoir. Maintenant, moi, dans ma pratique, j'ai besoin quand même de savoir à peu près de quelle violence conjugale on parle. Est-ce que c'est sexuel? Est-ce que c'est administratif? Est-ce que, voilà, pour pouvoir aussi adapter mes réponses. Donc, à un moment donné, oui, violence conjugale, ça veut dire beaucoup de choses, mais savoir plus précisément de quoi souffre la femme et de quoi, quelle forme ça prend au quotidien, je pense que c'est quand même important dans notre accompagnement, comme aussi en tout cas, dans notre évaluation. Moi, je suis très choquée par votre terme pervers, que vous pouvez parler de travail social et de perversité. Moi, je suis très choquée de vous entendre dire ça, parce qu'on est là dans une évaluation. On n'est pas là pour aller fouiller des choses, et puis on travaille avec la personne, on ne travaille pas pour la personne. Donc les choses, les personnes nous amènent des choses aussi. Donc c'est pas une question de faire une enquête de police, on n'est pas là-dedans. Moi je suis profondément choquée par vos mots. Franchement mieux. Enfin, ça veut dire que vous n'êtes pas là-dedans. Non, mais c'est pas une question de ça, c'est que je sois là-dedans ou pas, je trouve qu'on ne peut pas associer service social à perversité, quoi. Enfin, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. C'est vrai qu'il faut savoir aussi, il faut essayer de comprendre quel type de violence la personne subit pour pouvoir le diriger. Si on ne comprend, excusez-moi, si on ne sait pas quel type de violence parce que moi je prends exemple chez nous à l'île Saint-Denis. L'île Saint-Denis, les services sociaux sont là, il y a les associations qui sont là. Si la personne, il y a des gens qui se confient à une personne associative. Comme ça, l'association dirige la personne au service social concerné, et que le service social dirige la personne aux structures. Parce qu'on a essayé de mettre en place, à l'île Saint-Denis, ça n'existait pas. Nous, on a mis en place une permanence d'un policier qui est formé pour ça. Il vient faire une permanence, il ne vient pas en tenue, il vient en tenue civile. Il a son rendez-vous, ça se passe à l'abri des regards. Donc, les femmes, les services sociaux les dirigent pour déposer plainte ou quoi que ce soit, s'il y a besoin. Bon, on a eu vraiment, on a essayé on a eu cette privilège chez nous à l'île Saint-Denis. Pour chaque mercredi, on a une permanence policière qui écoute les femmes de victimes de violences. Chaque mercredi, il vient en civil. Il est formé pour ça. Voilà. Madame, oui, après je vous donne, mais j'aime bien qu'il y a une petite contradiction. Pour en revenir au compte, en fait, je voulais savoir, parce que les personnes, donc quand vous faites les comptes, après, donc elles ferment les yeux, tout ça, il y a un travail de médiation, enfin de méditation, pardon. Vous avez cité la sophrologie, mais comment...
j'ai envie de penser qu'elles sont dans un groupe, et donc tout à l'heure vous parlez des pleurs, qu'elles se laissaient aller à la parole, ça permettait d'ouvrir la parole, mais dans le groupe, est-ce que c'est vraiment possible, parce qu'on parle en logique de communauté également, de se livrer comme ça parmi d'autres femmes, éventuellement avec des voisines, des cousines, des tantes, peut-être des mères. Est-ce que c'est facile de pouvoir se laisser aller en groupe, en public, et n'ont-elles pas peur du qu'en dira-t-on après, en regagnant leur foyer? Voilà. Oui, non, c'est vrai que la question que vous venez de poser, c'est très très pertinente. C'est vrai que moi-même j'étais étonnée. J'étais étonnée parce que de voir comment ça s'est passé, parce que la première fois j'assiste très souvent aux séances. Je suis très curieuse. J'ai beaucoup assisté aux séances, quoi. Bon, du fait que après les gens ils ont parlé. Emma disait fermez vos yeux et imaginez quelque chose dans la tête, de quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, qui vous fait du bien, ou bien que vous avez un peu vécu mal. C'est là que après, quand les gens ouvrent les yeux, on dirait qu'ils voient, en fermant les yeux, ils voient des films, je ne sais pas, des trucs qui se passent. C'est là qu'ils commencent à parler. Il y a d'autres qui ont parlé de leur enfance, ce qu'ils ont vécu. C'est venu comme ça. Hein. Naturellement. Naturellement. Ben, on sait qu'on est entre femmes, il n'y a pas d'hommes. Entre femmes, les gens sont... Là, c'est plus facile de se libérer qu'il y a une présence d'hommes. Et ce qui a été dit lors des contes, est-ce que ça reste dans le cas de la structure? Est-ce que vous leur dites ce qui a été dit ici reste ici, ça ne sort pas? Bien sûr. Oui, là, je vais répondre parce que c'est important ce que vous dites, c'est que c'est la question du cadre. Et effectivement, si d'un certain côté, on va faire une ouverture sur l'imaginaire, sur la mémoire, sur le vécu personnel des femmes, il faut que plus on fait cette ouverture vers la liberté de parole, plus le cadre doit être non pas rigide, mais posé, maintenu, rappelé. Voilà. Et donc le cadre, c'est le même que pour tous les groupes de parole. On ne porte pas de jugement et on ne fait pas d'interprétation sur ce que la personne vient de dire. On parle en s'impliquant en disant je et pas en disant on ou tu. Et on ne parle pas des choses qui se sont dites dans le groupe ailleurs, c'est la confidentialité, et on est dans la bienveillance. Et voilà, donc c'est essentiel de tenir le cadre, et il y a une des raisons pour lesquelles aussi je propose toujours qu'il y ait une intervenante de la structure ou de l'association qui me fait venir, qui soit présente, c'est qu'il peut aussi y avoir une femme qui ait besoin de tout l'espace à cause de quelque chose qui revient, et qu'il ne faut pas que ce soit envahissant pour le groupe, et dans ce cas-là, la deuxième personne, elle l'invite à passer dans la pièce à côté, prendre un thé, et elle a une écoute personnelle si elle en a besoin, mais c'est pas un envahissement pour le groupe. Les autres ne sont pas venus pour l'écouter qu'elle. Donc voilà, votre question est pertinente, c'est celle du cadre. Je crois que c'est cette question que vous aviez posée. Et le cadre, en fait, est sécurisant, et moi j'étais étonnée parce que voilà, c'est la tranche d'âge 18-26. Voilà, elles peuvent se chicaner, le moindre prétexte, enfin voilà. Et j'étais bluffée, justement, de la qualité de ce partage. C'est-à-dire que le cadre qui est posé dès le début du groupe fait qu'elles se sentent dans un cadre sécurisant et de confiance, et qu'elles ont le respect de la parole donnée. Parce qu'elles ont conscience qu'on leur accorde la parole et qu'elles se la donnent entre elles finalement. Donc moi de l'expérience, j'ai pas eu de soucis, et pourtant elles peuvent être non. dures. Est-ce que je peux faire un petit commentaire sur cette question? Désolé, parce qu'elle était. Moi, je suis là pour l'égalité, fraternité. À vous, madame. Non, après. Non, mais après, à vous, derrière. Après. Jacques, oui, à vous. Non, gardez le micro. Gardez le micro. Moi, bah, nickel. Et change du micro.
Si on a 36 qui font la loi, il n'y aura pas de loi. Alors, c'est moi la loi. En fait, je suis dans une ville où il y a beaucoup de prostitution. Il y a des personnes qui sont cachées, qui se prostituent. Ça commence depuis le jeune âge à la primaire. Et puis moi, j'ai commencé à voir dans ma ville aller faire de la prévention, enfin vouloir faire de la prévention. J'ai appelé des associations, mais c'est pas qu'ils m'ont rejeté, mais ils m'ont dit qu'on fait pas ça, pas dans les écoles, tout ça. Et j'ai dit qu'il y a des petites, je sais pas, elles sont même pas primaires, qui, enfin, je sais pas, elles vivent de sodomie, de beaucoup de choses comme ça, et puis ça invite des garçons qui sont dep, des filles qui sont green, et ça fait un petit mélange, que vous voyez. Et puis quand ils sont là ensemble, il faut comme si de rien. Et dès que les parents sont plus là, c'est là qu'ils commencent à sortir leur jeu. Et je sais pas comment faire, parce qu'en fait, je suis dans une ville où même moi j'ai vécu de ça, parce qu'en fait, on m'a pas éduqué. Je suis une famille malienne moi aussi. On m'a pas éduqué en disant prends ton livre, tout ça, parce que ma mère elle était une analphabète, donc on n'avait pas avancé dans l'instruction directement. C'était directement les habits, le maquillage, vous voyez, un petit peu le modèle de la mode, tout ça. Donc on n'a pas été instruite. Donc il y a certaines personnes qui se sont sorties, mais qu'ils ont pas avancé avec d'autres personnes qui se sont écrasées. Il y a une ville où des personnes sont écrasées, sont dépendantes d'elles-mêmes, comme bon leur semble. Et puis il y a des médiateurs aussi qui sont là, mais les médiateurs, le problème c'est que vu qu'il y a eu trop d'affaires, ils sont là, ils veulent pas mettre, ils ont pas de débat, ils veulent pas ils nous aident, mais ça dépend des personnes. S'il y a moins de projets, moins de problèmes, ils aident des personnes où il y a moins de problèmes. Les personnes où il y a plus de problèmes, elles s'en sortent, mais avant aider ou moins aider, ça dépend. Certaines personnes les aident, certaines personnes les aident pas. Et certaines personnes demain doivent se marier, obligées, parce que ou elles aiment ou elles aiment pas, mais elles doivent se marier, mais je sais pas comment faire. C'est des personnes qui restent vraiment bloquées. C'est une ville qui reste vraiment bloquée, où il y a des aides que pour les personnes âgées, plein de choses comme ça. C'est où ça? C'est quelle ville? C'est à Château-Croissy, 78, je sais pas si vous connaissez. Les associations, c'est très important. C'est âgé, c'est un petit peu âgé, c'est la campagne. Donc c'est pas un milieu, même j'en ai parlé à Macron, j'ai sensibilisé monsieur Macron par Facebook. C'est pas qu'il m'a parlé par l'écran en me disant que la prostitution est un crime qui, je sais pas, en novembre il a sorti un télégramme, je sais pas s'il a pensé à moi ou pas, mais j'en ai parlé à Macron, j'en parlais autour de moi, j'en parlais dans même je suis partie à l'église même parce que c'est chrétien. Donc j'ai dit pour que des bonnes sœurs fassent de la prévention, même je peux être bénévole avec elles pour aller faire de la prévention dans les écoles, parce qu'il y a des mères qui se fatiguent, mais je vous dis, qui cherchent leur pain, les pieds fatigués, tout ça, leur filles prostitution. Je n'ai jamais vu ça. J'ai des filles un jour, une semaine, un homme, des filles. Je ne comprends pas. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez pris contact avec l'amicale du Nid? Franchement, comment? Je dis, est-ce que vous avez pris contact avec l'amicale du Nid? Non, je connais pas. Voilà, parce que c'est une association qui s'occupe spécifiquement de la prostitution et d'accompagner des enfants et des jeunes filles, des femmes qui sont dans la prostitution pour s'en sortir globalement. Donc ils sont vraiment spécialisés sur cette question. Je vais vous laisser leurs coordonnées parce que ils pourront vous soutenir. Et hier il y avait un colloque organisé par la région Île-de-France, et intervenue à ce colloque une association qu'ils appellent la Brigade des mères, et donc où c'est des mamans dans des villes, je pense pas c'est votre ville, mais dans d'autres, et vous pourriez peut-être être en contact avec elles, peut-être qu'elles vous aideraient, qui ont été déçues par les services auxquels elles faisaient appel pour soutenir, aider les jeunes à ne pas tomber ou à sortir de ces schémas-là, et où elles interviennent vraiment directement, parce que c'est sûr que par rapport au problème dont vous parlez, qui est grave, il faut être plusieurs et en lien, en réseau. Voilà. Donc déjà, je vous félicite pour votre courage, parce qu'apparemment vous êtes très impliqués. Donc merci d'avoir pris de la parole. Bah oui, mais elles veulent pas en parler. C'est que moi j'en parle parce que moi, elles m'invitent pas dans leur réunion parce qu'elles veulent pas m'inviter, d'accord.
mais elles en parlent pas et puis elles prennent tout pour une personne qui est l'acte de tout ça. Ah, parce qu'elle, a commencé comme ça, donc c'est tout le monde qui est comme ça. Alors que tout le monde n'est pas civilisé, qui n'est pas vu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Voilà, le rapport, elle est là. Vous pouvez le demander au centre Hubertine. Hubertine Auclair. Auclair, oui, c'est eux qui... Oui, mais et il y a la liste des associations qui travaillent sur cette question. Donc je vais la laisser à Madame Paco. Prendre la parole. Mais, donnez votre adresse à Madame Paco à la porte. Désolé, hein. Non, c'est à vous maintenant. Désolé, oui, voilà. Parce que j'ai vu qu'il veut partir. C'est pour cela je dois gérer un petit peu les situations. Oh, présentez-vous. Vous êtes au Mexique. Ça me donne. Je rêve moi d'aller sous le de l'autre. Sinon, venez à côté. Celui-ci voilà. fonctionne. Bon, non, je m'appelle Isabelle Misincourt. Je suis coach de vie, je suis formatrice. J'ai beaucoup intervenu dans les prisons, au Mexique, dans des refuges pour femmes victimes de violences. J'ai travaillé avec beaucoup de groupes. Plus fort. Je voulais revenir sur cette question de la confidentialité parce que... Attention, hein, pas d'accident ici. On n'est pas assuré pour les violences faites aux femmes. Dans les prisons, c'est quelque chose de très délicat parce que l'atmosphère est tellement violente et tellement tendue que parfois ce qu'une femme partage dans le groupe est utilisé par les autres femmes contre elle. Et il m'est arrivé d'arriver dans un groupe alors que les femmes avaient vraiment commencé à s'ouvrir. D'un seul coup, c'était le silence général, donc on en parlait et elle me disait, nous on ne veut plus parler. Plus fort. Nous, on ne veut plus parler parce que ce que nous avons dit la semaine dernière a été utilisé contre nous, donc c'est fini. Donc justement, on avait parlé du cadre, de la confidentialité, mais ce n'était pas suffisant. Et finalement, ce que j'ai commencé à faire, c'est qu'elles faisaient elles-mêmes un accord, elles écrivaient l'accord sur un tableau et chacune venait et signait en face des autres. C'était comme un engagement personnel et public, et ça a marché. Et après ça, elles ont recommencé à s'ouvrir et elles ont recommencé à parler. Mais la confidentialité, c'est un thème très très important et très délicat souvent. Merci de cet apport, mais prenez contact avec Madame Paco en rouge. Peut-être on aura besoin de vos lumières pour les formations qu'on fait, surtout les actions dans le milieu carcéral. Et on a envie de mettre un petit peu ce genre de permanence au-delà du regard. Et je veux intervenir un petit peu sur l'échange. C'est le regard de l'autre. Vous savez, on est dans des situations stigmatisantes et assez souvent, je fais pas ceci, qu'est-ce qu'il va penser l'autre? Et puis, on a parlé de représentation culturelle, donc on vit dans des sociétés où il y a le contrôle social, c'est-à-dire il faut faire honneur à la famille, il faut dire ceci. Donc, le comportement, c'est celui d'une citoyenne. Avant tout, nous sommes dans un état de droit et nous sommes des citoyens. Donc, plus que notre travail, on doit réagir en tant que citoyen. Et ces personnes, les accompagner, les éduquer, les écouter, c'est de leur dire, votre cas n'est pas seul. Et vous êtes porteuse, vous êtes avant une militante de la liberté. C'est-à-dire ce que vous faites, vous valorisez la personne, c'est comme ça que je fais, c'est que vous êtes porteur des lumières. Vous êtes porteur, les lumières, ça veut dire que tous ces jugements, quels qu'ils soient, d'où ils viennent, eh bien maintenant vous n'êtes pas seul, mais au contraire vous êtes l'avant-garde, vous êtes etc. Et on se libère en tant que femme, on met fin à ces agressions, à ces situations. C'est uniquement qu'il y a des personnes qui ne font pas attention au regard de l'autre, à ce que dira-t-on, etc. Mais d'être porteur. Une fois qu'on a cette force intérieure, qu'on est porteur d'un message de liberté, on n'a plus peur de ce que va dire l'autre, ce que va advenir. Donc il n'y a pas d'enquête là, il y a la responsabilité. Vous êtes responsable d'être un professionnel ou une professionnelle qui agit en tant que citoyen avant.
comme dirait l'autre, allez à la guerre, monsieur le président, je vous écris cette lettre. Quel courage, hein, allez la faire vous-même. C'est-à-dire, quelquefois, on nous demande de faire, il faut faire ceci, cela, et on oublie qu'il y a un côté de citoyenneté, c'est-à-dire de liberté individuelle, et qu'on doit transgresser un petit peu les normes jugées en tant que normes. Mais tant qu'il s'agit de la liberté, il n'y a pas de normes, il n'y a que la lutte. C'est ce qu'on m'a appris. Vous concluez, parce qu'après, il y a... Vous voulez parler encore? Ça me fait plaisir. 5 minutes pour conclure, dire ce que vous pensez. Après, on aura notre spécialiste là, madame, qui... Bonjour, ça me fait plaisir de vous revoir. Il est vrai que ce que la jeune femme en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose de courant. C'est vrai que quand on vient vraiment de l'Afrique, la première fois qu'on vient en France, de l'Afrique en France, c'est vrai que les gens se sous-estiment, on dit bon, on a honte quelque part, c'est ce côté qu'il faut pas rester là-dedans tout le temps. C'est en s'engageant dans des associations que tu pourras vraiment t'en sortir et tu pourras sortir de cette situation. C'est ça que moi j'ai fait. Lorsque moi je suis venu de l'Afrique, je suis venu en 89, je suis venu, bon, je ne sais pas où partir, où aller, arrivé seulement dans ma ville, à l'île Saint-Denis, une nouvelle association qui vient de se créer, je me suis engagé, parce que au Mali, dans mon pays aussi, j'étais militante associative, je suis née dans l'association avec mes parents. Bon, voilà, donc du coup, quand on vient ici en France aussi, quand on est partout où on est, il faut s'intégrer, il faut s'adapter, il faut faire des formations, parce que à l'époque, la formation était ouverte à tous les étrangers qui n'ont jamais été à l'école, à l'alphabétisation jusqu'au diplôme. Bon, il faut pas juste, c'est ce que j'ai dit à toutes les femmes de mon pays, africaines, ne vous sous-estimez pas, sortez de chez vous, rentrez dans des associations et faites valoir vos droits. C'est tout. Donc, c'est ça qu'il faut que les femmes sachent, que le combat des femmes, c'est tous les jours qu'on se bat pour trouver ta place. Mais c'est pas en restant à la maison et croiser les bras et voilà que quelqu'un vient te faire sortir. Donc c'est tout ce que je conseille, je donne tout ce conseil à tous les femmes quelle qu'en soit l'origine des femmes. Je dis sortez, venez dans des associations, venez vous exprimer et voilà, donc vous ne serez pas ignoré par qui que ce soit. Moi, c'est ma force. Ma force, moi, je ne me sous-estime jamais. Je ne me suis jamais sous-estimé dans ma vie. Si on me dit, tu ne peux pas faire ça, moi, j'essaie de faire jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'ai gain de cause, ou bien au moins, même si je n'ai pas eu gain de cause, j'ai essayé. Dans ma tête, je suis tranquille. Mais tant que je n'ai pas essayé, je me suis dit, moi, je ne me sous-estime pas. C'est pour cela que ce combat associatif m'a donné du boulot, parce que avec ça, j'ai fait ma formation, j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé 20 ans dans les structures, et en plus, je suis élu dans ma ville. Donc, la ville m'a donné ma chance pour arriver. C'est ça, c'est ça que je me bats toujours dans ma ville. C'est vrai que ici, peut-être les gens ne me connaissent. Mais à l'île Saint-Denis, vous parlez de Mme Traoré Youma, tu demandes à une personne, deuxième personne, il me connaît. Hein. Parce que moi, je suis sur dans tous les secteurs. Voilà. Je suis partout. Je suis partout. Même auprès des élèves, auprès des enfants qui se disent, les enfants ratés qui sont dans la rue, moi, c'est moi qui prends mon courage d'aller les voir, d'aller les parler. Et ils m'écoutent. Ils m'écoutent. Voilà. Donc, du coup, il ne faut jamais se sous-estimer. Partout où tu te trouves, ne te sous-estime jamais dans la vie. Vive les femmes. Aujourd'hui, c'est la fête. On fait la fête. Il faut se battre toujours. Merci.
À vous, madame. Je vais faire une conclusion très brève, et pour faire écho à ce que madame disait dans le fond et aux questions que vous vous posez, je crois qu'il faut avoir conscience que c'est du temps et qu'il y a forcément un jeu d'aller-retour difficile parfois à comprendre pour sortir des mécanismes de l'emprise. Mais je crois que la disponibilité qu'on a en tant que travailleur social, accompagnant, c'est signifier à la personne, enfin, accompagner pour sortir des stratégies de l'agresseur, c'est aussi être là, quand bien même la femme avance, recule. Mais c'est justement déconstruire ces stratégies-là, c'est accompagner pour sortir de l'isolement, et que le cheminement, il va se faire progressivement, à son rythme, mais que oui, voilà, il y a ce jeu d'aller-retour, et qui est, je pense, un peu, enfin, je sais pas si c'est pas très positif, mais un peu incontournable en fait dans ces mécanismes d'emprise. Et je crois qu'il faut aussi accepter ça, et qu'on est parfois impuissante dans l'accompagnement qu'on proposait, mais c'est aussi le rythme de la personne, et que on ne déconstruit pas tout un système qui est extrêmement verrouillé et pensé ou pas pensé par l'agresseur, mais enfin en tout cas il y a une stratégie de l'agresseur, donc voilà, c'est accompagner ça comme on peut, et je crois qu'il faut savoir être là et redonner place à la personne. Je crois que déjà c'est pas mal, et la rendre active par petits pas, mais active, parce que justement on l'a dépossédée de ça, que l'agresseur, et ben c'est comme ça aussi qu'il la tient, et que si nous on arrive à faire un pas avec elle, ben ce sera déjà un pas de gagné pour la suite, quoi. Voilà. Merci. Bon, on l'applaudit aussi. Hein. Voilà, ben je vous remercie au nom de Migration Santé, comme j'ai remercié mes premiers intervenants de ce matin, Monsieur Georges Sedas et Madame Emma Bornébus. De l'eau, il est là. Non, je vais me mettre là, je vais passer une seconde.